Faudrait la petite pochette dans le dos. Ouais. 3, C'est joli, ça ferait des beaux effets. 2, 1. Waouh! Ah, que l'on aimerait que notre vision et nos objectifs soient portés par tous les collaborateurs jusqu'à l'intérimaire. Cette sensation d'équipe, où chacun connaît son rôle, la magie que l'on a vue dans les yeux, dans les bleus autour d'Aimé Jacquet. Muscle ton jeu, Robert. Mais vos équipes ne comptent pas 11 joueurs et quelques remplaçants, et vos objectifs ne sont pas aussi simples que gagner une Coupe du Monde. Alors, comme chanter I Will Survive ne suffira pas, on va parler du sujet de la déclinaison des visions jusqu'au terrain avec Emmanuel. Salut Coucou Emma. Patrick. Et Carline. Salut Pat, salut Emma. Salut Caroline. Décliner une vision dans une grande équipe, parfois multisite, c'est notre défi du jour. Alors, avant de commencer, j'aimerais connaître, ou j'aimerais entendre, une de vos anecdotes d'un moment où vous avez vu ou entendu quelqu'un dire quelque chose et vous vous êtes dit « Ah, voilà, ça, c'est une vision déclinée. » Quelque chose en tête? Ouais, c'était dans une usine, un atelier sur un sujet transverse, donc entre prod, maintenance, excellence opérationnelle, etc. Et là, j'entends un opérateur de prod regarder ses collègues des autres services et dire la vache, je me rendais pas compte que quand moi je fais telle action, ça génère tout ça comme action et comme procédure de votre part. Et donc là, je me suis dit, on aurait pu faire une conférence sur le désilotage des services, qu'on n'aurait pas obtenu cet effet de bah ouais, il a tout compris en fait. Décliner, c'est souvent aussi simple que ça. Et toi, Emma, une autre idée? Oui, une anecdote qui date d'hier. En fait, Wow. il y a voilà, dans Heureusement une, qu'on n'a pas fait le tournage. Ah non, dimanche. j'aurais été à sec. Dans une centrale de distribution, un codir qui n'arrête pas de répéter les choses s'accélèrent, on va être regardé, donc il faut qu'on se bouge, mais un peu hésitant. Et justement, hier, un chef d'équipe qui lui-même dit non, mais attendez, là, si on dit que les choses s'accélèrent, en fait, il faut qu'on se voit tous les mois, 2 heures, réunion de service, ok. Il prend les agendas et il note, les rendez-vous. Et là, je me suis dit ah bah ça y est, la balle est passée dans leur camp. Trop bien. Et toi, Pat, on imagine que tu as une anecdote aussi. Une anecdote qui m'a beaucoup marqué, elle remonte à assez longtemps, mais c'est la preuve qu'elle était importante pour moi. Dans une usine, on intervient après très longue grève, plusieurs semaines de grève. Et 2 mois et demi plus tard, on organise un espèce de forum dans l'usine où chaque service présente son activité et les progrès. Et là, j'ai 2 élus du personnel passionnés qui racontent à leurs collègues et à des visiteurs de l'extérieur à quel point leur métier est intéressant et ça marche. Et je me suis dit, bah, en fait, on peut décliner des visions à des tas de gens, y compris ceux auxquels on ne croit pas dès le démarrage. Et c'est ça qu'on va essayer de faire ensemble et de décrire ce genre de résultats qu'on va essayer d'obtenir ensemble. Tout à fait. Quand on est codir, on se sent si brillant, tout en haut, qu'on aimerait trop souvent, secrètement ou non, que décliner, ça veut dire dupliquer ou copier-coller. On veut les mêmes mots, les mêmes valeurs, on veut les mêmes chiffres exactement. Mais décliner, c'est adapter, améliorer, digérer. Décliner, c'est déformer. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, bah, je suis carrément d'accord. Souvent, nous, ce qu'on dit, c'est si tu veux que des gens s'approprient ton projet, ta vision, ton idée, il faut que tu les laisses critiquer ta vision, ton projet, ton idée. Et j'ai en tête une mission qu'a fait une collègue à nous, Jeb, dans un grand groupe cosmétique. C'est le chef d'un département et son codir qui élaborent une grande vision pour redorer un peu le blason de leur équipe de chimistes. Et plutôt que de faire une vision toute bien ficelée, qui prépare en chambre ou plutôt du haut de leur tour, tu parlais ils sont en hauteur, et de la présenter à toutes les équipes, ils ont fait une version un peu brouillon, une V1. Ils l'ont donnée aux managers intermédiaires, donc alors N-1 et voire N-2, et ils leur ont dit challengez-nous, dites-nous ce qui va pas, on fait le travail ensemble, et ensuite seulement on présente aux équipes terrain de chimistes la version qu'on a un petit peu co-construite. Évidemment, le codir a préparé le truc en amont, mais ils étaient hyper ouverts aux critiques et aux améliorations des managers de proximité. Emmanuel, décliner, c'est déformer?
Oui, moi, ce qui me vient en tête en entendant ça, c'est le travail qu'on peut faire en traduction, de se dire, traduction, trahison. Il y a toujours, en fait, pour que ça parle à mon équipe, pour que ça parle à mon pays, à chez moi, il faut forcément qu'il y ait une part qui est malaxable, une part que je peux adapter moi-même. Et je trouve que justement, dans la vision, il faut se dire que pour vos managers de terrain, il faut qu'ils aient changé les mots, qu'ils aient changé un peu les chiffres, qu'ils aient leur propre image pour que ça fonctionne. Et je te rejoins sur ce que tu dis que le codir ne présente pas quelque chose de trop ficelé. Ils réfléchissent pas trop longtemps en chambre. Et j'ai l'exemple de FIV Maintenance, coucou Kevin le codir et la core team, qui eux réfléchissent à une nouvelle organisation pour toute l'entreprise, mais qui, à un stade pas du tout abouti, ont proposé à leur manager, voilà où en sont nos réflexions, voilà les 7 pistes de scénarios possibles qui ressemblaient en rien à des organigrammes, qui ressemblaient en rien à des choses tout à fait définies. Ils ont dit, déjà, on a envie d'avoir votre avis, déjà, on a envie de prendre la température, et ils se sont complètement nourris de ce qu'ont dit les managers pour la suite de leur réflexion. Et je trouve que là, justement, ils ont eu, en fait, d'emblée, cette idée de se dire, si on présente quelque chose de trop beau, un petit bijou qui nous plaira et qui peut-être sera très futé et très malin et parfait, en fait, il sera trop dur à s'approprier, il sera trop dur à justement malaxer. Ce que vous me dites toutes les deux, moi, ça me fait penser à un de mes 448 combats managérial du moment, qui est ce combat que vous connaissez peut-être, sur le négociable, non négociable. Et en fait, moi, ça me saoule, parce qu'en gros, on devrait faire des projets où il y a une part négociable qu'on a le droit de discuter par définition sur la mise en œuvre souvent, et une part non négociable où surtout, mon Dieu, il ne faut pas toucher, et comme tu dis, faire des choses tellement précieuses qu'on n'arrive pas à y toucher. Mais moi, je trouve qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est le non négociable, c'est de négocier le non négociable. Et je dis souvent à mes clients, faites du négociable, du non négociable, c'est très bien, c'est très clair, mais attendez-vous à ce que les gens aient envie de parler du non négociable et acceptez de le faire, voire accepter de négocier le non négociable. Je trouve ça passionnant. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Carnet? Je sais que tu n'as pas exactement le même. Oui, en t'écoutant, j'étais en train de me dire, mince, il y a encore un mois, j'ai dit à un client, alors, il faut que tu sois très au clair sur ce qui est négociable, non négociable. Et je vais faire un petit recadrage. Faut jamais faire ça. Non, et en fait, je comprends le message derrière. Moi, je suis quand même convaincue que quand on a un grand projet, c'est important, quand on le présente, d'être au clair sur c'est quoi le cadre, c'est quoi le cap, c'est quoi un peu les terrains de jeu, c'est quoi les terrains de jeu codir et c'est quoi les terrains de jeu des équipes, managers de proximité. En revanche, là où je suis d'accord avec toi, c'est que on a envie d'aller chercher de la réaction et donc de l'appropriation, même sur ce qui est bien défini. Et ce même client là auquel je pense, que j'ai accompagné dans un lancement d'un grand projet ambitieux pour son site de production, me disait dans les coulisses, donc pas devant les managers, il me disait on a les axes de travail opérationnel et ça c'est vraiment les terrains de jeu des managers, c'est eux qui vont les dessiner, etc. Et on a les 3 piliers de notre vision. On va pas dire aux managers modifier cette vision. Mais par contre, en vrai, on va leur demander de réagir. Et si jamais dans les réactions, il y a une bonne idée qui sort, moi, je suis pas contre derrière faire un petit retravail avec mon codir, pardon, et pour dire, bah voilà, on intègre cette réaction. Donc, oui, on peut négocier ce qui est non négociable. J'ai fait des guillemets comme Sam, vous avez vu. Salut Sam. Par contre, attention à ce qu'on affiche et il faut éviter l'effet fausse promesse ou offre de Gascon de ok, tu as le droit de faire ça, négocie ce que tu veux et en fait derrière, non, tu as le droit de rien négocier. C'était pas clair ma fin de phrase, mais. Négociable, non négociable? Moi, je suis d'accord sur le côté, je trouve ça très confortable de conseiller aux managers, aux dirigeants de avoir un cadre très clair et donner le comment aux managers. C'est souvent ce qu'on conseille. Mais je trouve que souvent, pour te rejoindre Patrick, je trouve que le terrain de jeu, il est souvent plus large qu'on ne pense. Et typiquement, si je reprends mon grand exemple de FIV Maintenance, je trouve que eux, dans leur réflexion sur leur réorganisation, ils ont défini un groupe de volontaires à qui ils ont confié vraiment des sujets stratégiques. C'est-à-dire, faites un état des lieux de notre organisation actuelle, allez en parler au terrain, un peu à l'extérieur, venez nous pondre des scénarios, choisissez des partis pris un peu forts, et ensuite, venez nous en parler, à nous codir, et on va décider, trancher ensemble. Et ça, je trouve que, en fait, le terrain de jeu, on aurait pu se dire, c'est non négociable d'aller réfléchir à des potentiels scénarios, ça nous appartient. La seule chose qu'ils ont gardé de non négociable, c'est à la toute fin, c'est le codir qui tranche.
je trouve que là, le terrain de jeu était vraiment très large Merci. et ce groupe de volontaires a gagné en motivation, maturité sur le sujet. Ils ont tellement bien fait ce rôle qu'aujourd'hui, la réflexion est super riche. Décliner, c'est déformer, c'est donc déformer parfois la vision elle-même. Souvent, décliner, c'est déformer, ça veut surtout dire qu'on va déformer les mots avec lesquels on parle de la vision. Et ça, pour moi, c'est peut-être plus facile que ce que vous êtes en train de dire, même si moi, je pense qu'il faut aller jusqu'à ce que tu racontes sur la vision qu'il faut déformer. Mais trop souvent, on a vu des managers défendre une vision en respectant vraiment les mots, et ça sonnait faux, Ouais. ça sonnait fake. Mm. Et donc, décliner, c'est déformer, c'est accepter que le meilleur mot, c'est quand même celui que le manager a bien compris, qu'il a bien compris, mais qu'aussi, il est malin, en tout cas, il connaît son équipe, et donc il va aussi dire le mot que ses Il va équipes vont bien adapter. comprendre. Ouais. Donc, décliner, c'est déformer, c'est accepter que l'œuvre collective se modifie dans sa forme et dans son fond au fur et à mesure de la déclinaison, et il faut vous y préparer dès le début, en codir, à ce que votre magnifique œuvre soit changée. Donc attention à pas faire des PowerPoint trop ficelés. C'est ça la conclusion. Ouais, moi j'appelle les PowerPoint magiques. Une fois qu'on a fait cette vision, j'entends souvent, mes managers vendent pas la stratégie. Ils sont toujours sur la technique, sur le quotidien, mais ils oublient la vision dont on a pourtant parlé 10 fois. Référence à une discussion qu'on a eue très récemment avec un de nos chers clients. Salut Florian. Mais est-ce que Zidane ou Frodon définissent les plans de jeu et la stratégie? Non, c'est Aimé Jacquet qui le fait, ou Gandalf. Décliner, ce n'est pas déléguer, c'est donner un rôle à chacun. Alors moi, ce que je voudrais qu'on parle de tous les trois maintenant, c'est qui fait quoi, c'est quoi le rôle du codir, c'est quoi le rôle du terrain dans la déclinaison d'une vision, Caroline? Bah, là, depuis tout à l'heure, on a dessiné des pistes de ça peut être quoi le rôle des managers de proximité. Donc, pour répondre à la question, je vais d'abord parler de c'est quoi le rôle du codir. Parce qu'on peut se dire, du coup, ok, on ouvre les terrains de jeu aux managers et en attendant, qu'est-ce que fait le codir? Attention, je vais dire quelque chose d'extrêmement transgressif, mais pour moi, le rôle hyper important d'un codir dans ce genre de projet, c'est l'exemplarité. Voilà. Putain, on l'a bien fait, hein. Ah ouais. Bravo. C'était Acting. vraiment pas du tout surjoué, c'était magique. Je vais donner tout de suite un exemple très concret pour illustrer cette idée qui est certes un peu LinkedIn style. Toujours chez FIV Maintenance, décidément. Alors cette vidéo n'est pas sponsorisée par le groupe FIV, que l'on embrasse, hein. On les aime beaucoup, mais voilà. Le CODIR a dit au groupe de volontaires, soyez critiques de notre organisation. Donc être critique, on le disait tout à l'heure, c'est déformer, c'est donner son avis personnel, c'est dire ce qui nous gêne, etc. On accompagne le groupe de volontaires pour faire un travail préparatoire sur la réorganisation et ensuite on a une grande journée de séminaire avec le CODIR et les volontaires de terrain. À ce moment-là, si le CODIR a dit à tout le monde soyez critiques, on est ouvert aux remarques, etc., mais qu'ils sont crispés à la moindre remarque que leur fait la core team sur des choix que eux-mêmes ont fait, hein, oui, t'es pas exemplaire, mais là tu perds tout l'effet, tout l'impact bénéfique que tu as pu avoir de faire bosser des volontaires de terrain. Et fort heureusement, c'est pour ça que je donne cet exemple, lors de cette journée, on a vu des membres CODIR non seulement très ouverts aux critiques des volontaires de terrain, mais aussi eux-mêmes critiques de oui, c'est vrai que ça, c'est une énorme faiblesse de notre organisation. Si on va dans cette direction, ok, on creuse, c'est un truc avec lequel notre chef n'est pas du tout d'accord, créer des agences par exemple, mais on creuse quand même la piste, etc. Donc il y a quand même des moments symboliques, il me semble, dans lesquels le CODIR doit être exemplaire. Et dans ce genre de situation, être exemplaire, c'est en fait donner l'autorisation aux équipes. Emmanuel, décliner, ce n'est pas déléguer? Moi, j'ai aussi justement un peu 3 actions que j'ai en tête qui revient au CODIR. Si on se dit qu'aux managers intermédiaires, on leur donne pas juste de cascader, mais de déformer, décliner, traduire. Moi, je pense qu'un CODIR, pour sa vision, il a 3 choses à faire. Il a à connecter, ajuster et... Ah mince, non, il a à connecter, ajuster et répéter. Ah, voilà. Et connecter, pourquoi? Parce que justement, si on accepte toute cette part de traduction, toute cette part de je déforme, il faut quand même garder la ligne de mire. Et là, je pense à FIV, non pas maintenance, mais Nordon. Donc là, je salue Jean-Jacques et son CODIR. Il y a 1 an et demi, par exemple, qui avait cette vision de il faut qu'on se muscle pour la croissance dans le nucléaire.
Et en fait, donc avec ce travail-là, ensuite, on avait des départements qui, eux, l'avaient compris comme « Ok, il faut qu'on se fasse connaître », d'autres qui étaient là « Ok, on y va à petits pas », et d'autres qui disaient « On est au cœur du réacteur ». Très bien, ça devait parler à toutes ces équipes, mais le rôle là du CODIR, c'est de se dire, c'est justement de rassembler, de donner le bon rythme du projet. Non, en fait, de se rassembler pour que on garde bien en tête. Ok, tout ça, c'est pour se muscler pour la croissance. Les chiffres qu'on vise sont ceux-ci. Le grand message principal à faire descendre, c'est celui-là. Donc pour moi, il y a vraiment connecter les visions. Ajuster, qui est très lié, c'est de se dire, en fait, ça fait un an et demi qu'on a lancé ça. Est-ce qu'aujourd'hui, se muscler par la croissance, pour la croissance, on entend autre chose par muscler. Peut-être qu'avant, c'était vraiment se structurer. Aujourd'hui, c'est peut-être être un peu plus audacieux. OK, rôle du CODIR d'avoir un coup d'avance là-dessus. Et dernièrement, répéter. Tu faisais référence à ça en début. Justement, un manager qui s'étonnait que son équipe ait autant oublié la vision sur laquelle ils avaient tant travaillé. Et en fait, quand l'opérationnel nous rattrape, quand il y a des feux dans les agences, qui se passe mille et une choses, si le CODIR, le dirigeant, n'arrive pas à ramener la vision dans les tâches opérationnelles, qu'il ne le répète pas, qu'on n'a pas même, ne serait-ce que des petites miettes de vision en se disant, tu vois le lien là, voilà, si nous on s'est dit, on a choisi l'audace pour ces 3 prochaines années, et là regarde ce qu'on va faire de différent. Et je trouve que c'est vraiment ce lien entre vision au quotidien qui revient au CODIR. Et on a plus de chances qu'après, les managers le fassent eux-mêmes avec leurs équipes. Depuis le début de cette vidéo, je fais référence 2 fois à l'épopée France 98, Zidane et Aimé Jacquet. Pourquoi? Et Sam, qu'on cite décidément dans cette vidéo, ne me contredirait pas. Les équipes qui marchent sont des équipes où chacun connaît son rôle. Et Zidane a beau être le meilleur joueur du monde à cette époque-là, c'est quand même Aimé Jacquet qui prend les décisions et qui garde le lead sur la façon dont on joue. Et on aurait pu faire le même exemple avec Michael Jordan ou avec les plus grands sportifs de notre époque. Alors, si le CODIR doit continuer à connecter, ajuster et répéter, en revanche, si votre vision c'est retour au basique, priorité à l'excellence opérationnelle ou économisons 10 millions d'euros de plus, c'est déclinable sans aucun doute, mais ce n'est pas une vision et ça n'en aura pas les effets. Ouais. On a fait une vidéo spéciale avec Charlie sur le sujet, mais pour boucler cette discussion ensemble tous les 3, je voudrais juste qu'on rappelle brièvement les quelques éléments qui nous font dire qu'une vision va obtenir les effets qu'on attend d'elle, c'est-à-dire créer effectivement du leadership et de l'autonomie dans nos équipes de terrain, à commencer par les managers. Qu'est-ce que tu dirais, toi, Caroline, pour commencer là-dessus? J'ai un truc qui me vient en tête. Une vision, elle doit parler aux équipes, à toutes les équipes, c'est-à-dire pas uniquement l'équipe de l'excellence opérationnelle, pas uniquement l'équipe de prod, mais à toutes les équipes et aux équipes terrain. Donc, obtenir telles économies ou être premier sur le marché, en vrai, c'est un objectif qui est très tourné vers l'extérieur. Et franchement, c'est un objectif de chef, en fait. Alors que quand tu as dans ton projet des axes de travail qui peuvent concerner les compétences et les savoir-faire du terrain, là, il y aura des terrains de jeu, comme on le disait tout à l'heure. J'ai en tête, c'est la même usine dont je parlais au début de cette vidéo. Le CODIR avait un projet de désiloter les services, de redonner du plaisir à venir bosser en tant qu'opérateur et en tant que manager sur leur usine. Plutôt que d'afficher des grands slogans qui peuvent parfois paraître un peu creux, ils ont donné l'opportunité à des volontaires de bosser sur l'amélioration d'un processus transverse. Et en fait, sans forcément... Oui, c'est ça. En fait, ils n'ont pas forcément affiché grand-chose, mais juste, ils ont choisi des sujets où les personnes de terrain sont encore plus compétents que le CODIR pour le faire bosser. Et alors ça pourrait fonctionner, donc je comprends tout ce que tu dis, mais ça pourrait fonctionner avec l'excellence opérationnelle. Emmanuel, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en plus de ce que dit Caroline pour qu'on ait vraiment une vision qui fonctionne? Justement, qu'elle parle à tout le monde, à toutes les équipes, mais qu'elle parle qu'à vous. Justement, l'excellence opérationnelle, elle parle à tout le monde. Ah oui, alors du coup, excuse-moi, je te coupe. Mais dans le dernier mois, j'ai eu 2 visions portées par 2 managers différents, dans 2 secteurs totalement différents, qui étaient revenir à l'excellence opérationnelle. Oui, et en fait, je pense qu'il faut qu'il y ait cette spécificité. Et c'est pour ça que c'est différent d'une stratégie ou d'un objectif. C'est qu'on puisse se dire, oui, ça c'est vraiment nous. Et soit par le choix des mots un peu particulier. J'ai en tête justement un atelier de bijouterie où le chef avait choisi la bijouterie hard rock. Chez Dior. Chez Dior.
Exactement. Donc, évidemment, il y en a qui n'étaient pas d'accord. Évidemment, et la plupart n'ont pas compris. Mais ils en ont discuté, ils en ont débattu. Et ceux qui ont saisi un aspect de ce mot, la bijouterie hard rock, ils en ont fait. Ils sont allés tellement loin au point de faire un concert hard rock de fin d'année devant tout le site. Donc, ça, c'est sur le choix des mots qui est particulier. Ou alors aussi sur le timing, je trouve, mettre les bons mots sur ce qu'on est en train de vivre. Et là, je pique totalement, je crois, cette vision à Charlie, qui avait dit à une équipe, bon, en fait, vous, votre vision, c'est vous êtes trop bon, trop con, il faut être tout aussi bon, un peu moins con. Bon, bah, en fait, ça, à eux, ça leur parlait tellement parce que c'était justement leur problématique de sous-traitants, de se faire rouler dessus, etc. Bon, ben, la phrase en soi, on la connaît, elle est un petit peu remodelée, mais je pense que c'est certain que dans plein de leurs actions du quotidien, ça revient et on n'a pas besoin de l'afficher sur les murs. C'est vraiment ce qu'ils étaient en train de vivre, c'était le phrasé pour le bon moment. Ton hard rock chez Dior, c'est bizarre. Et ça me fait penser, ça me donne une référence pas du tout moderne. Préparez-vous, vous connaissez les tontons flingueurs? Ah oui, oui. Ouais. Et donc il y a une scène mythique que tout le monde connaît dans les tontons flingueurs, qui est la scène de la gnôle, là, donc quand ils sont dans la cuisine et qu'ils sortent là, le truc, là, la polonaise qu'on buvait au petit-déj. Moi, ce que je trouve intéressant, bon, je viens au but, c'est que le truc est bizarre, ils disent on est dans le bizarre, et le jeu de ce qui fait que cette scène est géniale, c'est qu'ils cherchent ce qu'il y a dedans. Il y a de la pomme, il y en a, etc. etc. Et je pense qu'une bonne vision, c'est un peu la même chose. Il faut qu'elle soit suffisamment bizarre dans son expression pour qu'on cherche ce qu'il y a dedans. Et d'accord ou pas d'accord, il y a de la pomme ou il n'y en a pas. Ça, c'est un bon débat. Si elle est trop flat, type il faut revenir à l'excellence opérationnelle, bah en fait, quelle personne dans votre équipe va dire au chef oh, l'excellence opérationnelle, t'es sûr? On pourrait quand même être moyen là-dessus. Vous n'aurez pas cette discussion. Alors que hard rock chez Dior, oui, bien sûr qu'on va dire mais c'est débile, Dior n'est pas une marque hard rock du tout. Donc ça marche pas, quoi. Et bah oui, bah justement, on a une discussion. Hard rock, c'est peut-être pas le meilleur mot pour faire une vision chez Dior, mais du coup, c'est ce qui va créer le débat et c'est ce qui marche. Si vous êtes Zinedine Zidane, si vous déclinez une vision, si vous voulez décliner une vision, la première chose à faire, c'est de nous appeler, puisque vous avez vu, nous faisons ça toute la journée et c'est notre cœur de métier que de décliner des visions sur le terrain. Si vous avez tout simplement et plus simplement une question, si vous reste des choses à discuter avec nous, partagez-le en espace commentaire, on sera ravis de poursuivre la discussion ensemble. Et en attendant, on se retrouve pour une nouvelle table ronde. Salut Carline. Salut Pat. Et salut Emmanuel. Salut Patrick. Salut à tous.